La danse est d'abord masculine. À partir du XIIe siècle, on danse pratiquement tout le temps, partout. Dès qu'on a un petit moment, on va danser. Dès qu'on a 5 minutes, on chante et on danse. 80% du répertoire à cette époque-là est chanté. La danse de salon, c'est une danse la plupart du temps près du corps ou à deux. Il n'y a pas de danse enlacée au Moyen-Âge. Ça n'existe pas. La danse enlacée, c'est quelque chose qui, à mon avis, rentre dans le tabou du corps. Je m'appelle Catherine Ingracia. Dans la vraie vie, je suis costumière, donc j'ai une entreprise de location de costumes. J'ai plus de 10 000 costumes. Et en fait, la danse médiévale, c'est ma première passion. J'ai fait un doctorat d'histoire de l'art à la Sorbonne sur la danse médiévale. Donc j'ai commencé avec une maîtrise sur l'iconographie de la danse du 9e au 12e siècle. Puis j'ai continué avec une thèse sur la danse du 12e au 15e siècle. Pourquoi je suis tombée sur la danse médiévale? C'est un des professeurs de la Sorbonne qui est venu me voir et qui me dit « Je sais que vous voulez travailler sur la danse. Est-ce que ça vous dirait de travailler sur la danse médiévale ?» Parce qu'il n'y a pas vraiment de travail sérieux, on va dire, sur cette forme de danse. Et on dit que les hommes ne dansaient pas au Moyen-Âge, donc bon, pourquoi pas se mettre à travailler là-dessus. Donc je me suis passionnée pour la danse médiévale et j'ai continué à travailler là depuis maintenant beaucoup d'années, puisque j'ai fait ma thèse en 90. Donc, travailler avec maintenant une équipe de chercheurs qui travaillent avec moi. Il y a un paléographe pour les traductions, il y a un musicologue, un musicien qui est aussi musicologue, et différentes personnes qui nous rejoignent de temps en temps, d'autres chorégraphes qui travaillent sur la Renaissance, d'autres musiciens, des chanteurs entre autres. Voilà, donc maintenant on travaille en équipe parce que la danse médiévale est pluridisciplinaire et on a besoin d'avoir des chercheurs qui travaillent sur différents thèmes du spectacle et de la danse au Moyen-Âge. Alors, une danse du XVe siècle, chorégraphiée par Antonio Cornazzano. La musique est une chanson française et les chanteurs et les danseurs vont danser et chanter sur 3 tempi différents, donc 3 vitesses différentes. Donnez-moi du graboyau, du graboyau, du graboyau. Mariage du mariage, ça de guignon, ce de cuidasse. La danse au Moyen-Âge, est-ce que c'est un divertissement ou autre chose? C'est avant tout un divertissement, c'est avant tout le plaisir de danser, Déduit au Moyen-Âge, on appelle ça Déduit. D'ailleurs, on le voit dans le roman de la Rose, où la Carole de Déduit est la danse donc, du roman de la Rose. C'est d'ailleurs l'image que l'on a le plus fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge. Mais est-ce qu'elle n'est que ça? Elle est aussi danse de spectacle. Les jongleurs sont des danseurs de spectacle. La danse aussi est utilisée pour orner des festivités, donc les mariages, les entrées des princes, les naissances des princes, quelle que soit l'époque du Moyen-Âge. Et puis elle est utilisée aussi par l'Église, non pas pour le rituel, parce que la danse n'a jamais fait partie du rituel de la messe ou du rituel régulier, mais par contre ils l'utilisent en paraliturgique, c'est-à-dire pour les veillées des saints, les pèlerinages et différentes fêtes religieuses. Conctissimus concanentes,
une danse du XIVe siècle issue du manuscrit du Livre vermeil de Montserrat. C'est une danse religieuse qui se faisait lors des pèlerinages de la Vierge de Montserrat. Juntísimos con canentes, Ave María. Juntísimos con canentes, Ave María. Virgo sola existente en fuit angelus, Gabriel stapelatus atque missus gelitus, clara facie dixit Ave Maria, clara facie dixit Ave Maria. Juntísimos con canentes, Ave María. Juntísimos con canentes, Ave María. Clara facie dixit audite carissimi, clara facie dixit audite carissimi, en concipies Maria, Ave Maria, en concipies Maria, Ave Maria. Juntísimos con canentes, Ave María. Juntísimos con canentes, Ave María. En concipies Maria, audite carissimi, en concipies Maria, audite carissimi, pariesque filium, Ave Maria, pariesque filium, Ave Maria. Juntísimos con canentes, Ave María. Juntísimos con canentes, Ave María. Pariesque filium, audite carissimi, pariesque filium, audite carissimi, vocabis eum Iesum, Ave Maria, vocabis eum Iesum, Ave Maria. Juntísimos con canentes, Ave María. Juntísimos con canentes, Ave María. Nous, pour ce qui est de la danse, on ne peut vraiment étudier la danse que du XIIe au XVe siècle, parce que du 5e au Xe siècle, on a une vision de la danse qui n'est vue que par l'Église. On l'a faite que par la lorgnette de l'Église, que ce soit pour les images que l'on a, qui sont des images de textes religieux, ou que ce soit pour les textes qui parlent de la danse. Donc on n'a que ça. Donc on a la vision de la danse vue par la lorgnette de l'Église. Donc surtout par les interdits qui ont été donnés par l'Église parce que les gens dansaient et souvent passaient outre et faisaient un petit peu des bêtises. On dansait dans les cimetières, on dansait dans les églises, mais pas forcément sur des chants pieux, plutôt sur des chants grivois ou des chants qui n'avaient pas leur place dans l'Église. Donc, à ces époques-là, on a vraiment une vision qui est vue par l'Église. Donc, nous, on l'a mise un petit peu de côté. Je l'ai étudiée quand même parce que c'est intéressant. Mais si on veut vraiment avoir une idée de restitution, on va dire, de la danse, on ne peut travailler qu'à partir du moment où on a des textes vernaculaires et profanes qui nous donnent une vision de la danse dans les châteaux, chez le peuple, etc. Donc, à partir du XIIe siècle, on se rend compte qu'au XIIe et XIIIe siècle, on danse pratiquement tout le temps, partout. Dès qu'on a un petit moment, on va danser. Dès qu'on a 5 minutes, on chante et on danse. 80% du répertoire à cette époque-là est chanté.
Donc on se pose, les bergers s'arrêtent, dansent une petite danse et puis bon, revaquent à leurs occupations. Dans les châteaux, on fait beaucoup de la danse lors de fêtes, lors de tournois aussi. Nous avons le tournoi de Chauvency qui est la première description de fête et de danse donc, que l'on est au Moyen-Âge. Après, on arrive, à partir du XIVe siècle, on arrive à la notion de cour. Et là, donc, les occasions de danser vont être un petit peu différentes. Là, les danseurs vont devenir, les danseurs nobles, entre autres, vont devenir des danseurs que l'on doit voir, regarder. Donc, ils vont apprendre la danse, ils vont avoir une belle danse, une danse qui va être ostentatoire. Et donc là, l'occasion va être un petit peu différente. On va avoir vraiment des maîtres à danser qui vont régler les événements, qui vont créer des danses pour que les nobles puissent avoir des danses à montrer. Et le peuple va récupérer d'ailleurs ces danses pour en faire des danses de bal, parce qu'on danse aussi au bal, et ça c'est dans tout le Moyen-Âge, la notion de bal elle existe dans tout le Moyen-Âge, même si elle ne s'appelle peut-être pas encore comme ça. Plus on avance vers les cours, et plus on va avoir une notion de danse de spectacle et de danse autre que de divertissement. La danse de divertissement va continuer à exister, mais on aura aussi autre chose. Eccola Primavera, une danse italienne du XIVe siècle. Les danseurs sont en totale improvisation avec une série de mouvements prédéfinis. Ecco la primavera che il cor farà allegrare, tempi da innamorare e star con lieta cera. Non vediam l'aria e il tempo che pur chiama allegrezza in questo vago tempo. Ogni cosa vaghezza, l'erbe con gran freschezza e fior coprono i prati e gli albori adornati sono in simil maniera. Ecco la primavera che il cor farà allegrare, tempi da innamorare e star con lieta cera. Alors, il n'y a pas de lieu vraiment spécifique, il y a des aménagements des lieux de la vie de tous les jours. Dans le populaire, ça va être dans un petit village ou une petite ville, ça va être l'espace le plus grand que l'on a. Ça va être la place du village, ça va être une grande grange, ça va être beaucoup autour des arbres aussi, quand on a un grand arbre, soit un grand tilleul, soit un grand chêne, on va aimer danser autour. Partout où on a de la place, on va s'y mettre. Pour les châteaux, on remarque que dans les romans courtois, souvent on explique que quand on a fini le banquet, on débarrasse les tables, on les met sur le côté, et là, les musiciens commencent à jouer, les chanteurs à chanter, et on danse. Voilà, donc les danses se font comme ça, après un petit peu comme ça vient. Et puis après, au XVe siècle, on va expliquer que, dans certains traités, on va expliquer comment gérer une salle de bal. C'est-à-dire comment la mettre en place. Antonius Arena, entre autres, dans son petit traité, explique qu'il faut éclairer la salle de bal, mais pas trop, mais quand même assez pour que les demoiselles ne croient pas qu'on va les emmener dans les coins noirs et qu'elles puissent venir quand même au bal. Donc, qu'il faut aussi avoir de la place, mais que quand on n'a pas trop de place, on doit danser de telle et telle manière. Voilà, donc c'est plutôt une gestion de l'espace que des lieux spécifiquement réservés à la danse. Alors, une danse du XIVe siècle sur un virlet de Guillaume de Machaut. Dame à vous sans retolir. Dame à vous sans retolir, donc cœur palsieux désir, cause et amour, comme à toute la milieu qu'on puisse choisir, ne qui vivra la mort puis à ce jour. Si le doit à fort, tourne ce jour aux orgues sans mentir, beauté passeuse en valeur, toute fleur en douce odeur qu'on peut sentir, votre beauté fait rire tout autre anéantir, et vos douceurs passent tour aux encolures vous devez tenir, et vos regards
vous entolir, donc cœur, pensée, désir, cause et amour, comme à toute la milieu qu'on puisse choisir, qui vivra ne mourir puis à ce jour. Pour ce dame, je m'attour d'être toute ma vigour à vous servir, et mes sans nul vilain tour, mon cœur, ma vie et mon amour en vos plaisirs, et ce pitié consentir, ve que me daignez ouïr en ma clamour. Je ne quière de mon labour autre me rire qu'il ne me pourrait venir joyeux grignour. Dame, vous sans retolir, donc cœur, pensée, désir, cause et amour, comme à toute la milieu qu'on puisse choisir, qui vivra ne mourir puis à ce jour. Dame, 108 mi retours, souvent messieurs étant des tours plaindre et gémir. Et présente-vous des couloirs, quand vous ne savez l'ardeur qui a souffrir, pour vous qu'un tant de désir, que plus ne le puis couvrir, et ce tenrour n'en avait en grand tristour messieurs tenir. Non, pour quand jusqu'au mourir votre demour. Dame, vous sortez, donc cœur, pensée, désir, cause et amour, comme à toute la milieu qu'on puisse choisir, qui vivra ne mourir puis à ce jour. Est-ce qu'il y a des différences notoires entre les classes sociales? On va dire que cela dépend de l'époque. Au XIIe et XIIIe siècle, les classes sociales ne sont pas très différenciées. Finalement, les gens vivent un petit peu ensemble. Et donc, on n'a pas vraiment de grosses différences de classe sociale. La différence de classe sociale va arriver déjà avec le XIIIe siècle. On en a l'exemple dans le jeu de Robin et Marion, qui est un jeu qui est fait pour les bourgeois d'Arras, qui a été écrit par Adam de la Halle pour les bourgeois d'Arras, et où on a un petit peu, il se moque un petit peu à la fois des paysans, avec Robin qui est couard et un peu bête, et du chevalier qui est, lui, ridicule et pas intéressant. Et donc, on commence à voir là une différence de classe sociale. Puis elle va vraiment pour la danse en tout cas, elle va vraiment se différencier entre haute et basse danse. C'est-à-dire que le peuple va danser ce que l'on appelle les hautes danses, c'est-à-dire les danses qui sont sautées, qui sont rapides, qui sont déstructurées. Et les nobles vont danser les basses danses, qu'on appelle les danses planes, les danses glissées, qui sont plus lentes, plus calmes et moins déstructurées et très mesurées. La mesure a une grande importance dans la danse à partir du XIVe et XVe siècle. Donc, on va avoir cette grosse différence et les nobles vont dire que au XVe siècle, la manière de danser des paysans est ridicule, est rustre et pas intéressante. Il va y avoir vraiment une moquerie par rapport à cela. Et dans les images, ça se ressent un petit peu. On va représenter le paysan avec des mouvements très désordonnés, très déstructurés, comme s'il ne savait pas danser. Et les nobles, on va les représenter bien calmes, bien droits. Voilà. Ça, c'est l'image que veut donner la noblesse à la fin du Moyen-Âge. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. Et les nobles dansent aussi des danses assez rapides et les paysans aussi dansent des danses moins rapides. On en a pour exemple, les archives de Toulon gardent le reste d'une petite cour d'amour qu'il y a eu pendant la peste. Cette cour d'amour s'est créée pour savoir si l'on pouvait danser ou pas en temps de peste. Donc le problème, c'est que les nobles voulaient continuer à danser et on leur interdisait la danse puisqu'il y avait la pandémie. C'était une pandémie à l'époque, donc voilà, puisque c'était le monde, leur monde de l'époque, qui est plus petit que le nôtre, c'est sûr. Mais du coup, ils décident que finalement, on ne va danser que les danses planes
et on ne va pas danser les hautes danses parce que quand on danse les hautes danses, il y a des petites gouttes de sueur qui s'échappent des danseurs et ça peut aller sur d'autres personnes et donc donner la maladie. Donc on décide de ne danser que des danses planes ou basses danses. Voilà. Alors une danse robardoise ou danse du vol des bisous sur une chanson de Moineau d'Arras au XIIIe siècle. Ce fut à mes hauts tanguiers que la saison est belle, même le viton herbalé laisse une fontenelle, en un verger clos d'églantier ouillit une vielle, la vie d'acier, un chevalier et une damoiselle, corso rangeante et avenante, et Dieu tant bio dans souhait, en accolante et en baisant, nos bio se déduisent, ouais. En un détour au chef d'un tour, du s'en allouait. Dessous la flot, le jeu d'amour, à l'autre plaisir faisait. J'allais vers au stélor, mais mosque une dame à moi, à qui loyau sans être fausse, tout mon vivant se rouait. Pour qui plus sainte par les tourments que dire ne pourrait. La sorte mourrait car bien le sait, ça l'ennemi d'avouer. Courtoisement et gentiment, chacun d'os me ravouait. Et dit tant que Dieu plimante m'envoie de sel jouet. Pour qui j'attends grammairement et je le rends redoué. Merci, moule grande et implorante, à Dieu les commandoué. Donc des danses du petit peuple et des danses de la cour. C'est toujours le même problème. Au XIIe et XIIIe siècle, beaucoup moins. On danse les mêmes danses, quelle que soit la classe sociale. Par contre, à partir du XIVe, on commence à avoir des différences de classe sociale. Et alors au XVe siècle, elle est vraiment typée puisque on a même 3 classes sociales. On va avoir le peuple dont on n'a pas de source parce qu'ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas noté. C'est une tradition purement orale. On va avoir les nobles qui ont mis en place les premiers traités de danse, le premier étant celui que maintenant on appelle de Marguerite de Bourgogne, mais qui pour nous a été probablement écrit à l'époque du duc de Bourgogne, si ce n'est par le duc de Bourgogne. Donc on commence à avoir vraiment une danse de cour, une danse noble, une belle danse, qui est théorisée, qui passe dans des traités et qui est récupérée par les bourgeois grâce à l'imprimerie. C'est-à-dire que quelques années après, 20 ou 30 ans plus tard, les bourgeois vont récupérer ces formes de danse nobles qui sont les basses danses et les balli, et ils vont en faire des danses un petit peu plus simples parce qu'ils n'ont pas le temps matériel qu'ont les nobles de travailler les danses et de les mettre en place. Et ils vont faire des danses un petit peu plus simples, un peu plus faciles à apprendre. Et là, on va avoir donc 3 classes de danse. On va avoir la danse populaire qui est extrêmement improvisée et qui est tout dans l'oralité et qui est très proche de celle qui existait avant au Moyen-Âge. La danse bourgeoise qui est simplifiée par rapport à la danse noble, mais qui est plus facile à apprendre, et la danse noble, qui est vraiment une belle danse, une danse qui est travaillée, qui est très subtile, et qui demande beaucoup de travail pour la danser. La danse de salon, c'est une danse la plupart du temps près du corps ou à deux, et là on ne se touche pas, il n'y a pas de danse enlacée au Moyen-Âge. Ça n'existe pas. La danse enlacée, c'est quelque chose qui, à mon avis, rentre dans le tabou du corps. Parce que le corps, on n'a pas le corps des gens du Moyen-Âge. Et c'est aussi pour ça que l'on ne pourra jamais danser comme eux, parce qu'on n'a pas leur tabou, on n'a pas leur manière de voir notre corps, de comprendre notre corps. Et du coup, on ne peut pas danser comme eux. On peut essayer de comprendre comment ils dansaient, mais on ne pourra jamais être comme eux. On ne pourra jamais le faire, c'est pas vrai. Je pense que c'est tout le problème de la reconstitution, de la restitution. Moi, je préfère parler de contextualisation parce que on prend un contexte qui est le contexte médiéval, on l'étudie, on le connaît le mieux possible, et puis on a notre contexte à nous qui est différent.
qu'on est obligé d'utiliser pour extraire ce contexte médiéval et le redonner aux gens avec qui on parle. Et là, du coup, on met de toute façon un filtre. On est obligé de mettre un filtre, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, parce que ça sert énormément, l'expérimentation et la restitution aident énormément à comprendre le fonctionnement des gens du Moyen-Âge et des peuples anciens. La danse de Clèves, danse du XVe siècle, issue du manuscrit de Bruxelles, dit manuscrit de Marguerite d'Autriche. On peut parler de différences de genre masculin et féminin, surtout au début du Moyen-Âge. Entre le 8e et le 12e siècle, on va dire qu'on a beaucoup de sources qui nous parlent de danse de femmes. Et donc il y a probablement aussi des danses d'hommes, mais on en parle moins parce que c'est les danses de femmes qui posent problème à l'Église. Donc comme je vous ai dit qu'il n'y avait que des sources ecclésiastiques, donc c'est la danse de femmes pose problème à l'Église quand elle se passe sur le parvis, dans le cimetière. Donc on parle de danse de femmes. Ces danses de femmes, elles vont continuer à exister dans le roman courtois. On en parle beaucoup dans le roman courtois. Elles dansent des caroles et elles chantent et elles dansent en même temps. Et puis à partir du XIIe siècle et fin XIIe et début XIIIe siècle, on va commencer à avoir vraiment beaucoup d'images de danse mixte, où on a les hommes et femmes qui dansent ensemble, et à deux aussi. Donc ça vient petit à petit. La danse devient mixte, et on a des danses d'hommes qui existent après au XVe siècle. On va avoir des danses d'hommes, comme danse un petit peu, on va dire, de jeux de combat. Et puis on va avoir des danses de femmes qui sont plus des danses avec des codes gestuels qui permettent de danser de manière très... avec les mains. Donc, voilà. Alors, est-ce que les hommes du Moyen-Âge s'adonnent plus à la danse que les hommes d'aujourd'hui? Alors, si on ne parle que des hommes et pas des femmes, oui, c'est certain. La danse est d'abord masculine. D'abord. De toute façon, dans l'histoire de la danse, elle se féminise qu'à partir du 19e siècle. Donc, la danse, c'est quelque chose de masculin, c'est quelque chose qui permet de travailler son corps aussi. Et donc, c'est entre guillemets un sport. Elle est même utilisée dans les abbayes et les couvents pour faire un petit peu de gymnastique aux ecclésiastiques, enfin aux moines et aux nonnes. Donc voilà, là la danse, elle est typiquement, on va dire masculine d'abord. On a même une danse au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, qui s'appelle la mauresque, qui est une danse d'hommes. Et il n'y a qu'une seule femme qui danse et tous les autres danseurs sont des hommes. Après, est-ce qu'il y a des danses que de femmes? Je vous ai dit, il y a les danses courtoises qui sont plutôt féminines, mais tout le monde danse, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. On a dans les contes du roi René, le roi René aimait voir danser la mauresque, et quand il arrive dans une ville ou un village, souvent on lui montre à voir des enfants en train de danser la mauresque, parce que c'est une danse qui est difficile, qui demande beaucoup de force, et souvent ce sont des enfants, des jeunes enfants qui dansent, et donc ils payent, ils donnent des petites bourses d'or à ces jeunes enfants qui dansent. Donc tout le monde danse, quelle que soit
le sexe et l'âge au Moyen-Âge. Une suite de rondeaux d'Adam de la Halle au XIIIe siècle. Les meneurs dansent au fur et à mesure de la progression de la danse et ils sont en totale improvisation. Buen amourette me tienge, ma compagnette, buen amourette, ma canzonette vous direz. Buen amourette me tienge, buen amourette me tienge, ma compagnette, buen amourette, ma canzonette vous direz. Buen amourette me tienge, fille mari de vostre amour, car j'ai ami, biosé de noble adour, fille mari de vostre amour, il me sert et nuit et jour pour que l'aime si, fille mari de vostre amour, car j'ai ami, fille mari de vostre amour, car j'ai ami, biosé de noble adour, fille mari de vostre amour, il me sert et nuit et jour pour que l'aime si, fille mari de vostre amour, car j'ai ami, amour et madame aussi, jointe main vous prie merci, votre grand miot et marvi, amour et madame aussi, jointe main vous prie merci, ce n'avait pitié de mi, votre grand miot et marvi, amour et madame aussi, amour et madame aussi, jointe main vous prie merci, votre grand miot et marvi, amour et madame aussi, jointe main vous prie merci, ce n'avait pitié de mi, votre grand miot et marvi, amour et madame aussi. Alors, est-ce que la danse est un gage de séduction au Moyen-Âge? Pour les hommes, pour les femmes et selon les classes sociales. Je dirais que c'est tout le long du Moyen-Âge, c'est un gage de séduction, c'est clair. Et même Salomé, l'image de Salomé, la danseuse qui danse pour la tête de Saint Jean-Baptiste, en est vraiment l'image première. L'Église d'ailleurs se bat un petit peu contre ce côté de séduction de la danse. D'ailleurs, une dame un jour demande à un ecclésiastique, mais alors est-ce que je peux quand même danser? Il lui répond, oui, vous pouvez danser, mais comme David, c'est-à-dire une danse de transe, mais pas comme Salomé, qui est une danse de séduction. Mais il n'empêche que tout le Moyen-Âge, la danse est une danse de séduction. On le voit dans le peuple, dans le jeu de Robin et Marion, toujours, où Robin danse pour Marion, en lui montrant qu'il sait super bien danser, que c'est un grand danseur, un beau danseur, etc. On le voit après dans cette fameuse mouresque, qui est une danse de séduction pure, c'est-à-dire que là, on a une femme qui danse toute seule, qui fait la belle, et puis arrivent plusieurs hommes qui viennent danser avec chacun leur caractère et qui s'offrent comme prétendants. Et donc, y compris le bouffon qui arrive en dernier et qui s'offre aussi comme prétendant, mais bon, lui, il n'est pas trop, il est moins doué que les autres, donc voilà. Et cette danse se fait sur un jeu de combat entre les hommes pour séduire cette femme. Donc c'est vrai que la séduction est l'enjeu de la danse, on va dire, tout au long du Moyen-Âge.